Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la croyance en un monde juste. Alors en fait c'est une vidéo où je vais me focaliser sur l'aspect scientifique de cette croyance et dans une seconde vidéo je me focaliserai sur l'aspect historique. Alors déjà je vous avais laissé avec le mérite et je vous avais introduit l'idée que le mérite pour moi provenait de quelque chose de beaucoup plus profond qui est la croyance en un monde juste. On va commencer tout de suite avec, on va définir, qu'est-ce que la croyance en un monde juste. Et en fait cette découverte on la doit à quelqu'un qui s'appelle Melvin J. Lerner, qui est né en 1929, qui est toujours parmi nous, qui est professeur de psychologie sociale canadien, et je vous propose de commencer par des citations Wikipédia. Croyance, ou biais cognitif, selon laquelle l'individu obtient ce qu'il mérite, et mérite ce qu'il obtient. Donc vous voyez qu'on est bien là au cœur de ce qu'on disait précédemment. Bon, mais qu'est-ce que c'est un biais cognitif? Alors un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui tord le chemin logique du rationnel dans une direction qui est autre que la réalité. C'est très important parce que là, ça pose le mérite comme un biais, comme une distorsion, et non pas comme une réalité. Je poursuis avec la croyance en un monde juste. Attribuer les échecs aux causes dispositionnelles plutôt qu'aux causes situationnelles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ni changés ni contrôlés, satisfait notre croyance en un monde juste où nous avons le contrôle de notre existence. Ceci réduit notre perception des menaces, nous donne un sentiment de sécurité et nous aide à trouver un sens aux circonstances difficiles et perturbantes. Comprenez, ça vient de l'envie profonde qu'on a de survivre, et pour ça d'être moralement stable dans notre survie. Donc il faut pour ça qu'on ait l'impression d'avoir le contrôle de notre existence, même si c'est pas vrai. Il faut donc qu'on ait l'impression que les autres aussi l'aient. Et donc lorsqu'on perçoit des échecs, il faut qu'on se dise que c'est lié au choix des individus, à leur propension à échouer, plutôt qu'à des situations qui les dépassent, parce qu'elles nous dépassent aussi, et que si on n'a pas le contrôle, ça nous inquiète profondément. Une croyance en la prédominance de la liberté individuelle, plutôt qu'au déterminisme de l'environnement, c'est ça en fait la croyance en un monde juste. L'idée qu'on prend des choix, qu'on prend des décisions, que le monde est globalement correct, qu'on évolue dedans en étant libre et acteur de notre vie, et on en vient à minimiser, voire à nier, les déterminismes issus de l'environnement qui s'exercent sur nous. Alors maintenant, on va voir que cette croyance, alors voilà, elle a été développée par Melvin J. Lerner. C'est des travaux qui ont commencé dans les années 60, qui sont tous disponibles en anglais, c'est pour ça que je m'appuie sur les pages Wikipédia françaises de ces travaux. Vous verrez que je vous citerai des choses plus précises tout à l'heure. Mais surtout, ces travaux, ils vont entraîner tout un tas de conséquences importantes qu'on va voir rapidement. Et l'une d'entre elles, voilà, une croyance qui nous rassure et qui nous entraîne à développer la propension à blâmer la victime. Une conséquence psychologique terrible. Le blâme de la victime. Et donc là, je cite. Des personnes entièrement ou partiellement tenues pour responsables de ce qu'elles ont subi. Conséquences psychologiques terribles, mais logiques dans la pensée de ceux qui vont minimiser l'importance des facteurs environnementaux et des déterminismes pour exagérer les facteurs de liberté. Ils vont arriver à considérer quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose de terrible, finalement, est plus ou moins responsable de son état, de ce qui lui est arrivé. Alors comment est-ce possible, un truc aussi terrible? Bien, là je vous cite directement, et je vous ai mis l'ouvrage en anglais. Les individus ont besoin de croire qu'ils vivent dans un monde où les gens obtiennent généralement ce qu'ils méritent. Je me répète, mais c'est important. Écoutez la suite. L'idée que chacun de nous, dans une plus ou moins grande mesure, mais surtout dans une plus grande mesure, s'engage à vivre en acceptant l'injustice. Et pour maintenir cet engagement, nous devons croire que nous vivons dans un monde dans lequel les gens obtiennent ce qu'ils méritent, ou en d'autres termes, méritent ce qu'ils obtiennent. C'est parce qu'on s'engage, au fond, à vivre en acceptant l'injustice, par confort moral, que l'on développe cette perception qui nous entraîne à considérer que les malheurs, finalement, ont une responsabilité intrinsèque à eux-mêmes, c'est-à-dire les individus malheureux sont responsables de leur malheur. Ça a des conséquences tragiques, vous savez. Les conséquences du blâme de la victime sont triples. D'abord, la faute cristallise les injustices et les inégalités sociales, ça empêche de lutter contre, ça les solidifie dans le réel. Il n'y a plus d'injustice ou d'inégalité sociale, c'est la responsabilité de l'individu qui en est victime. Vous comprenez, c'est très pratique. Ensuite, elle individualise les problèmes sociaux. Ça éclate finalement les groupes que nous sommes en individus isolés ayant leur propre choix derrière leur situation.
plutôt que des victimes globales d'une situation non maîtrisée. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, elle érode les liens de solidarité entre victimes. Vous voyez, nous ne sommes plus, un exemple au hasard, nous ne sommes plus des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de victimes d'une épidémie incontrôlable, mais des personnes s'étant mal lavé les mains, ayant pas respecté des comportements, ayant à tort voulu dire bonjour à leurs parents depuis plusieurs mois. Vous comprenez, c'est l'éclatement en responsabilité individuelle de ce qui évidemment est une conséquence liée à un déterminisme incontrôlable. Voilà, cette croyance à un monde libre se traduit par encore deux autres biais cognitifs précis après le blâme de la victime. Et j'aimerais qu'on les voit rapidement. Le premier d'entre eux, le biais dit d'autocomplaisance. Et là, je cite Wikipédia, vous verrez qu'après je vous amènerai d'autres sources. La notion de biais d'autocomplaisance désigne la tendance des gens à attribuer la causalité de leur réussite à leurs qualités propres, c'est-à-dire des causes internes, et leurs échecs à des facteurs ne dépendant pas d'eux, causes externes, afin de maintenir positive leur image de soi. C'est un dérivé de la croyance en un monde juste qui consiste à penser qu'on est libre de nos décisions, et donc lorsqu'on réussit quelque chose, mais c'est grâce à nos qualités formidables. Mais comme on n'aime pas avoir une image négative de nous, on va par contre évoquer les facteurs ne dépendant pas de nous lorsqu'on échoue. Bizarrement, on ne le fera pas en ce qui concerne les autres, on le verra après. Et ça, c'est un vrai biais cognitif. Voilà. Beaucoup d'individus pensent ainsi que leur réussite à l'école provient de leur qualité, donc de leur mérite. Je reprends l'exemple de l'école parce que c'est un fil rouge important de ma série de vidéos, vous l'avez compris. Plutôt que des raisons évoquées dans les précédentes vidéos. Voilà. Donc ça, c'est évidemment... Les implications de ce biais cognitif dépassent largement le simple cadre de mon exemple de l'école. Les situations sont nombreuses où l'on peut exagérer son mérite, ou évoquer la malchance. Réfléchissons nous-mêmes sur notre propre parcours. Lorsqu'on a réussi quelque chose, c'est facile de dire c'est génial, je suis trop fort, je me suis bien préparé, c'est merveilleux. Et lorsqu'on échoue, on se dit oui mais j'avais un problème, j'ai pas pu être à l'heure, on m'a embêté, finalement c'était pas ce qu'on m'avait demandé. Voilà. C'est quelque chose de très présent et que je trouve l'avoir à l'esprit nous permet de s'en prémunir au moins en partie. C'est important, comme lorsqu'on comprend des biais cognitifs, on arrive à s'en extirper au moins un peu. Bon. Et le deuxième biais cognitif maintenant. Le deuxième, c'est dit d'erreur fondamentale d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution fondamentale, consiste à accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'un agent, donc ça se rejoint, c'est-à-dire les caractères, les intentions, les émotions, connaissances ou opinions, au détriment des facteurs externes et situationnels, c'est-à-dire les faits, dans l'analyse du comportement ou du discours d'une personne dans une situation donnée. C'est un peu l'inverse de tout à l'heure, on va voir, je vais vous envoyer une explication. On va instinctivement considérer que les actes, paroles ou situations d'une personne proviennent de choix délibérés, découlant logiquement de la croyance en un monde juste, où on a le contrôle de nous-mêmes, de choix délibérés, intentionnels, plutôt que de déterminisme s'exerçant sur eux, encore une fois. Donc, paradoxalement, lorsque nous échouons, on va se dire oui, mais autocomplaisance, c'est pas ma faute, j'ai pas eu de chance. Quand on réussit, c'est notre faute. Par contre, les autres, eux, sont responsables de leur malheur, blâme de la victime. Quand ils font quelque chose d'absurde, ben, ils en sont responsables. C'est pas nous qui ne percevons pas un déterminisme le conduisant à lui trouver légitime, voire obligatoire, quelque chose qui dans notre réalité à nous paraît absurde. Non, c'est lui qui est absurde. C'est plus simple, ça va plus vite. Une des explications d'ailleurs données par la psychologie sociale, que je mets pas ici, c'est qu'en fait c'est trop compliqué d'essayer de tisser les déterminismes qui peuvent s'exercer sur quelqu'un pour déterminer pourquoi il agit ainsi, plutôt que de tisser qu'il en est tout simplement responsable d'un choix immédiat. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, et finalement ça nous rend moins malheureux au fond, de trouver des explications simples et rapides, et puis pouvoir critiquer quelqu'un, ah quel idiot, il fait ça, voilà. C'est beaucoup plus facile. Pour aller plus loin avec la psychologie sociale, qui est une science capitale pour comprendre qui nous sommes et comment nous évoluons dans la société, je vous conseille d'aller voir le site psychologiesociale.com qui condense les théories, les expériences et les observations du réel menées par cette science empirique, qui est pour moi une source de compréhension extraordinaire. La psychologie sociale étudie de façon empirique comment les pensées, les émotions et les comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite d'autres personnes, ou encore par les normes culturelles et les représentations sociales. C'est majeur pour se comprendre et comprendre les autres et comprendre le monde.
Donc jetez-vous là-dessus, si vous retenez qu'une seule chose de ma série, à la limite je serais content, si jamais c'est celle-là. Donc un petit bilan de cette vidéo rapide. Générer inconsciemment afin de se rassurer et de donner un sens à sa vie. Cette croyance, présente à des degrés différents selon les individus, modifie la perception de la réalité en donnant une trop grande place à la liberté et au choix individuel tout en minimisant, voire en niant, les influences et les déterminismes qui s'imposent à tous. Cela conduit à se juger via le biais d'autocomplaisance, à juger les autres via l'erreur fondamentale d'attribution et le blâme de la victime, à justifier les positions sociales de chacun via le mérite obtenu à l'école, et donc à juger la société comme globalement juste et peu menaçante. Erreur fondamentale, vous le comprenez. Cette croyance nous déculpabilise car elle arrange notre instinct de survie en nous permettant de ne pas voir, ou de juger moralement acceptable, notre passivité face aux injustices et aux inégalités. Comportement donc confortable, car peu coûteux en énergie et peu risqué. Je ne vois pas pourquoi je me bougerais pour aller résoudre des injustices. Ce ne sont pas des injustices, ce sont des responsabilités individuelles, des comportements de ces individus absurdes, liés au fait que nous vivons évidemment dans un monde juste. Si des millions d'Africains meurent de faim chaque jour, ils avaient qu'à se bouger. Peut-être que le mérite en est responsable. Bref, si personne ne se bouge, peut-être qu'on peut trouver l'explication là-dessus. En attendant, c'est donc notre passivité, motivée par notre impératif de survie, et permise par la croyance en un monde juste, justifiée par le mérite obtenu à l'école, grâce à ses qualités personnelles, et sanctifiée par le diplôme, confère ma vidéo sur le diplôme, qui entretient les inégalités et les injustices sociales. Sur cette conclusion terrible, j'aimerais quand même dire que la croyance en un monde juste est quelque chose qui est présent en degrés chez les individus. Il est bien évident que nous sommes inégaux face à cette perception erronée de la réalité. De plus, j'aimerais vous rappeler que le but de ma série est de vous amener à penser autrement et que je prétends pas détenir la vérité. Donc, je vous invite à vous renseigner par vous-même, à aller regarder mes sources, les pistes également que je mets dans la description de la vidéo, qui sont des choses que je cite pas forcément dans mes vidéos, mais qui sont des éléments, des directions pour aller plus loin. Je vous invite à rester curieux et à regarder ma prochaine vidéo qui, là aussi, s'attaquera à la croyance en un monde juste, mais sous un tout autre angle, qui est l'angle de l'histoire. Et une question nous servira de fil rouge dans cette vidéo, à savoir, des individus sont-ils à l'origine de cette croyance? Si en plus de l'explication scientifique, on peut trouver une explication intéressée. Merci de m'avoir écouté, salut à tous.